Ceci est un divertissement. Je fais surtout ça pour vous partager un petit peu ma passion de la mécanique. Mon travail de tous les jours, c'est la mécanique. Donc je trouvais ça plutôt sympa de vous partager un moment que j'aime bien. Ce genre de travaux, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Entre autres, parce que en fait j'aime beaucoup de choses dans la mécanique, sinon j'en ferais pas mon métier. Donc voyez vraiment ceci comme un divertissement. Vous regarderiez une chaîne qui diffuse un documentaire, comme on les connaît, sur une rénovation d'un véhicule. Mais je sais que je vais avoir des commentaires de professionnels de la mécanique du dimanche. Allez, bon divertissement. Et coucou! Bon voilà, le projet il est là. On est sur une Audi TT S-Line en 2 litres TFSI, donc les 2 litres turbo, essence bien sûr. Le code moteur CHHC pour les connaisseurs. Alors, ce véhicule, il vient de la casse. On va essayer de le sauver. Vous pouvez constater l'état. Pourquoi il était en casse? Parce que le moteur est HS. Alors pourquoi on remplace le moteur HS? Simplement parce qu'il coule une bielle. Ça claque de partout, c'est horrible. Il démarre, il tourne rond potentiellement, mais il claque de partout. On a de la limaille dans l'huile. Enfin, c'est le bordel comme on dit. Alors vous allez me dire pourquoi tu répares pas le moteur? Alors on répare pas le moteur tout simplement parce que les pièces sont pas forcément toutes disponibles et sont assez onéreuses. Et en fait le principe même d'ouvrir le bloc pour réparer les pièces cassées prend beaucoup de temps. Ce temps, 16 heures passées, ça coûte cher. Aujourd'hui, acheter un moteur d'occasion ou en échange standard, ça a un coût, mais sur l'intervention en elle-même, ça prendra beaucoup moins de temps. Remplacer un moteur, sortir le moteur, récupérer les accessoires qui sont pas morts, pour mettre sur le nouveau moteur et remettre le moteur dans le véhicule, prend entre 3 et 4 jours. Tandis que si on sort le moteur d'origine, qu'on ouvre le bloc, qu'on répare toutes les pièces, qu'on arrive à avoir et qui coûte cher, ça va prendre un bon 3 semaines. Sur le point de vue mécano, comme sur le point de vue facture client, et donc pour le client final, c'est plus intéressant pour le client d'avoir son véhicule sous quelques jours plutôt que sous un mois, quoi. Même en termes de rentabilité, en fait. C'est plus intéressant aussi bien pour le mécano que pour le client. Voilà. Je réponds déjà aux questions d'avance pour ceux qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu répares pas le moteur? C'est quand même pas compliqué. Si, ça devient compliqué. Aujourd'hui, effectivement, on a des entreprises qui réparent les moteurs d'avance. Donc là, on est sur un moteur neuf, comme on dit, en échange standard, remis à neuf. La chaîne de distribution, elle est refaite. Tous les joints sont refaits. Il n'y a plus qu'à récupérer tous les accessoires de l'ancien moteur et les foutre dessus, en fait. Ça va beaucoup plus vite que d'essayer de le réparer. Donc là, je vais vous montrer une chose. C'est la limaille que j'ai retrouvée dans le filtre à huile. Bon, le filtre a déjà été démonté auparavant, donc c'est normal que vous voyez pas de l'huile couler de partout. Mais déjà, juste là à l'intérieur, ça pue quoi. Vous voyez dans le fond? Normalement il doit pas avoir ça en fait. Là je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous sortir un petit peu le filtre à huile. On voit, vous voyez comment ça brille? Alors déjà la couleur elle doit pas être grise comme ça. En général c'est marron de l'huile. Donc rien que le filtre à huile comme ça gris, et le fait que ça fait un petit peu boule à facettes. Mais voilà, ça doit pas être comme ça en fait. Donc ça veut tout simplement dire que quand on dit elle coule une bielle, en fait on a les coussinets de bielle qui frottent de partout, qui provoquent de la limaille et tout ça, ça baigne dans l'huile, ça vient se mettre partout dans le moteur, ça fout la merde quoi, vraiment. Donc je vous propose qu'on la démarre, comme ça vous entendez le bruit qu'elle fait. Et de toute façon on doit la déplacer pour la mettre sur le pont et commencer l'intervention du remplacement moteur. C'est parti! Je vais mettre une housse. C'est mieux avec la housse. Allez c'est parti, démarrage. Pour entendre le beau bruit.
C'est là qu'elle démarre pas. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est le nouveau moteur reconditionné à neuf, hein, comme vous le voyez, il est tout beau, il est tout propre. Donc maintenant on va le préparer, on va le mettre sur une palette, comme ça il pourra recevoir toutes les pièces qu'on va récupérer de l'ancien moteur une fois démonté, hein, bien évidemment. Il y a du boulot. Et sinon, ben, je vais vous parler en voix off dès qu'il y a des vitesses accélérées comme ça, des vidéos où on nous voit courir dans tous les sens. Voilà. Là, vous vous doutez bien qu'on va pas le poser comme ça sur une palette, il va se casser la gueule. Donc le but là étant de l'équilibrer et de faire en sorte qu'il bouge pas quand on va travailler dessus. Tada! Ce qu'il y a de bien chez Audi, c'est que le calculateur, il est dans une boîte métallique enfermée avec des vis, avec des têtes qui cassent quand tu les visses. Donc là, bah, concrètement, on doit enlever le calculateur et tout le faisceau. Et pour ça, ben, je suis obligé d'enlever ces vis sans tête. Allez, c'est parti! Oh putain, ça prend pas! En fait, là, j'ai tout simplement marqué la tête de ma vis pour faire un plat, pour pouvoir le prendre avec un embout de tournevis plat et dévisser la vis. Tout simplement. Regardez, c'est aussi simple que ça. Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va pas commencer. Il y en a un qui galère là. On peut accéder enfin au calculateur. Roue démontée, vis de cardan démontée de chaque côté. Là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on démonte. Là, c'est simple en fait. On va démonter la partie haute de la face avant. Le but étant de sortir le pare-choc. Donc, il y a une bonne partie des pare-boues qu'on doit déclipser aussi. On les enlève pas complètement. Et puis, la partie du dessous, sachant que la plaque de protection sous moteur a déjà été démontée. Donc, voilà. Pas mal de vis par-ci par-là. Du boulot. Voilà, une fois toutes les vis enlevées, on déclipse. Et alors là, par contre, si tu oublies comme moi le tuyau dès la phare, bah voilà. Attends. Bouge pas, ne bouge pas. Heureusement qu'Ilan, il est là pour mettre son doigt. Bon là, on vidange surtout le moteur et
C'est ça que je suis. Alors ça, c'était la tête de quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a jeté le bouchon de vidange neuf la veille à la poubelle. Et vous inquiétez pas, je l'ai retrouvé. Donc là, on vidange l'huile moteur et on s'aperçoit bien du coup de la limaille qui coule en même temps que l'huile. C'est la partie grise que vous voyez actuellement couler. Tout ça, c'est la limaille et les morceaux. Donc là, on va commencer à démonter la partie admission. Les durites d'admission de l'échangeur d'air. L'échangeur d'air, c'est tout simplement le radiateur en façade qui sert à refroidir l'air de l'admission. C'est Ilan, il est trop petit. C'est ça. Allez, trêve de plaisanterie. Là, on va commencer à détacher les durites de radiateur pour pouvoir vider le radiateur de son liquide de refroidissement. Et pour ça, on n'oublie pas d'ouvrir le bouchon du vase d'expansion pour faire un appel d'air. Et comme ça, on peut vider complètement le radiateur avant de commencer à démonter la face avant. Mais surtout avant, on va aussi déclipser tous les câbles, tout ce qui peut nous gêner dans le démontage de la face avant. Je prends toujours soin de bien noter les boîtes dans lesquelles je vais ranger mes vis, parce qu'il y en a beaucoup des vis quand on remplace un moteur. Voilà la suite du démontage de la traverse pour enlever la face avant. Donc là-dessus, on enlève complètement traverse avec toute la face avant, hein. Donc les radiateurs, les phares, donc radiateur clim et radiateur d'eau, les deux phares, tout va venir ensemble, comme vous allez le voir par la suite. Mais je prends pas un peu une voix de robot là? C'est bizarre. On continue à déboîter les durites supérieures du radiateur. On fait de la place. C'est des durites clipsées, donc faut toujours un peu jouer avec pour les déclipser. On déconnecte tout, on déconnecte les tuyaux de la climatisation du radiateur de clim. On prend évidemment soin, avant de déconnecter ces tuyaux de climatisation, de vider le gaz de clim, hein, parce que c'est très polluant et surtout très dangereux de se prendre un gaz comme ça en pleine gueule. Donc voilà, là on déconnecte le ventilateur. En fait, le but est de vraiment tout déconnecter pour qu'on puisse enlever la face avant complètement sans qu'il y ait rien qui reste attaché, comme par exemple un petit câble, un petit tuyau, ou comme là par exemple le câble d'ouverture de capot. La moindre chose que vous oubliez, en fait vous retrouvez comme un con ou comme deux cons à tenir la face avant parce que ah bah merde, on peut pas tirer dessus, il y a encore un câble. Il faut vraiment tout vérifier, sinon on se retrouve coincé. Comme là par exemple, là je suis en train de tenir la face avant pendant qu'Ilan essaye de déconnecter un câble oublié. Oh merde. Vas-y. Pourquoi je suis encore accroché? Oh putain, j'ai oublié d'enlever le téton. Et du coup, ça s'enlève comment? Faut faire levier. Fais passer le pédo. Ah bah ouais, Et c'est où? Bah ouais, mais attends, c'est là? Non, madame, en dessous. Je l'ai trop plus de force. Voilà. C'est cool. Oh putain. Voilà, là on peut dire qu'une fois que tout est détaché, c'est plus simple à enlever. On prend soin du garage, hein, tout ce qui coule, on nettoie. Alors là, vous pouvez constater dans le bac à vidange tous les petits résidus métalliques du moteur. Donc là, on va s'attaquer aux arbres de transmission, ce qu'on appelle des cardans. Donc là, pour ça, il faut dévisser. Chez Audi, les cardans sont fixés sur la boîte de vitesse par plusieurs vis. Car chez certains constructeurs, les cardans sont plutôt emboîtés dans la boîte de vitesse. Voici les vis en question. Donc là, on va détacher toutes les vis des cardans côté boîte. Et suite à ça, on va venir dévisser les écrous, les rotules de suspension pour pouvoir détacher le cardan et l'enlever complètement. Et voici donc le premier cardan qui sort, tout en douceur bien sûr. Alors qu'il a déjà fait des modèles avec graisse. Ah ouais! Deuxième cardan enlevé. Ah oui, on a enlevé aussi le support moteur antibasculaire en dessous du moteur. Ça bosse dur hein, dans ce garage. Et donc là, il reste juste une petite tôle à enlever pour avoir accès à la partie de l'échappement à l'arrière du moteur.
On a enlevé les vis qui tiennent l'échappement par derrière le moteur. Il faut encore enlever le collier d'échappement parce que l'échappement va rester sur la voiture. Et il restera à enlever le support de boîte et le support moteur, bien sûr avec le moteur attaché sur la chèvre. Débrancher les faisceaux. On va débrancher ce qui est relié à la caisse. Le reste va rester sur le moteur. Enlever les tuyaux, du RIT. Tout ce qui peut éventuellement venir avec le moteur et on va éviter. Et puis le moteur il va sortir. Voilà, voilà. Qui donc m'appelle? Là, en gros, on va détacher l'échappement du moteur pour éviter qu'il vienne avec, tout simplement. Et bon, ça va, c'est assez accessible. Avec le... Merde. Alors, ce serait quand même pas mal qu'on essaie d'attacher le collier à la durite pour qu'il reste comme ça. Voilà, tu l'as attaché ton échappement pour éviter qu'il tombe et qu'il reste bien là. Donc là, on va juste continuer notre démarche de démontage de durites qui doivent rester sur la caisse et qui doivent pas venir avec le moteur quand on va l'enlever. Et ça, en fait, ça fait pas mal de petites durites par-ci par-là à déconnecter du moteur. Durites d'eau, durites d'air. Bon, vous avez compris, des durites quoi. Ah oui, mais il y a aussi la partie électrique, faisceau électrique plus exactement. Et donc en fait là on va dégager le faisceau du calculateur, on va dégager le faisceau qui va au démarreur, en fait tous les câbles qui sont potentiellement attachés à la caisse, qui vont dans la caisse et qui sont reliés au moteur. Bon là c'est une durée d'admission en turbo, mais c'est pas grave, on enlève aussi. Donc il y a une bonne partie du faisceau qui reste sur le moteur, mais il y a des prises à certains endroits comme vous le voyez, qu'il faut déconnecter pour pouvoir faire venir la partie du faisceau moteur avec le moteur. Pas tout arracher tout simplement. Donc ouais, il y a un petit peu de bordel électrique à déconnecter. Oh là, doucement avec la caméra. Bon, là on va enlever la masse du démarreur sur la boîte. Ça c'est fait. Ça, c'est une belle pompe à eau toute neuve. Belle pompe à eau, hein, avec des joints. Belle pompe à eau. Hein. Donc là, on a détaché l'échappement ici, on l'a accroché, comme ça on peut sortir le moteur. Là, on a enlevé la vis du support anti-basculeur. Voilà. Bon pour moi c'est tout bon. Allez, il n'y a plus qu'à mettre en place l'angégraphe, la chèvre, la bascule. Donc là on va descendre la voiture pour pouvoir préparer le moteur à recevoir l'équilibreuse. Ce petit engin que je suis en train de fixer... coucou toi. Ce petit engin que je suis en train de fixer sur la partie au moteur, il y a des emplacements prévus pour cette équilibreuse qui est attachée à la girafe, à la chèvre, enfin à la grue quoi, et qui permet du coup d'équilibrer, de soulever le moteur complètement et de l'équilibrer pour pouvoir enlever ce support de boîte de vitesse et ensuite pouvoir enlever le support moteur de l'autre côté. Et donc cette grue va maintenir ce moteur en l'air. Donc là on se fait un petit peu de place pour aller enlever le support moteur, où on va pouvoir soulever le moteur légèrement, mais surtout le sortir de son compartiment moteur. Le but est quand même de l'enlever, le dégager. Donc voilà, le support moteur est desserré. Voilà le support moteur enlevé, il est beau hein. Là le moteur ne tient plus que par la grue. Comme vous pouvez le constater, ça y est, on le sort. On essaye de le passer délicatement de chaque côté pour rien accrocher. Mais ça y est, il sort enfin. Mais mon Dieu, il s'en va. Mais il est parti. Ça y est. Oh, il n'y a plus de moteur dans le compartiment moteur. Il reste que des tuyaux. Donc là, on va récupérer tout de suite, avant de pouvoir le descendre un peu plus proche du sol, on va récupérer le capteur de température. Non, le capteur de niveau d'huile plutôt, dans le carter en dessous. Comme ça, on pourra descendre le moteur et sortir la boîte de vitesse. Ilan a démonté le capteur de niveau d'huile en question dans le carter.
Donc là on fait tout le contour de boîte. Le démarreur en fait partie. Le démarreur tient sur 2 énormes longues vis, donc c'est pas compliqué, il vient vite. Ah mais... Merci pour la douche. Donc une fois que j'ai pris ma douche, Ilan continue à desserrer le contour de boîte de vitesse. Mais il prend soin quand même de vider un peu le reste d'eau dans les durites de liquide de refroidissement, parce qu'il y a toujours encore un peu d'eau dans le moteur. Pourquoi tu mets tes doigts dans le turbo, Ilan? Ça se fait pas. Une fois la dernière vis du contour de boîte de vitesse enlevée, et bah ça y est, on peut la décoller et enfin démonter la boîte de vitesse du moteur. Le but étant de récupérer la boîte de vitesse pour la mettre sur le nouveau moteur, évidemment. Mais avant ça, on va quand même mettre un nouveau kit embrayage sur le nouveau moteur, c'est mieux. Alors, boîte déposée, on va quand même le démonter pour voir l'état. Mais à mon avis, je pense qu'il est d'origine, hein, mais... Hein? Un peu? Tu rigoles ou quoi? Il est sur les rivets. T'as vu tout ce qui est tombé Je sais pas s'il fait focus, mais normalement on n'est pas censé être lisse comme ça et sur les rivets quoi, direct. Il a chauffé, on a une belle trace au milieu. Normalement ça se présente comme ça. Point de friction, la boîte et le moteur tournent en même temps. Le bimas, alors pour le coup, il n'y a pas encore trop de jeu. Mais il a chauffé quoi. Il est bleuté, et on remplace tout. Le bimas, le kit embrayage, tout. On s'en repart sur du 999. Tu vois ce jeu là, tu te dis ouais il est minime. L'autre le 9 il bouge pas. Le 9 j'ai regardé, t'as un petit jeu comme ça qui est normal. Mais ce jeu là axial là, j'ai essayé de le bouger, il bouge pas. Bon, normalement, la péteuse, on la tient à 2 mains quand on dévisse comme ça. Donc là, on a démonté le volant moteur bimas de l'ancien moteur. Pas parce qu'on le récupère, tout simplement parce qu'on doit récupérer la plaque métallique qui est derrière, qui ne s'enlève pas si on n'enlève pas le volant moteur. Alors, du coup, là, c'est la partie la plus chiante. On doit récupérer un maximum de choses sur l'ancien moteur, qui n'ont pas besoin d'être remplacées, en fin de compte, parce que ça fonctionne. La partie la plus chiante, là, c'est de démonter et d'essayer de pas s'en mêler les pinceaux parce qu'il y a des choses qu'on va devoir démonter pour ensuite en démonter d'autres en dessous pour venir greffer sur le nouveau moteur les choses dans le sens inverse. Voilà, faut vraiment essayer de démonter, de poser, de marquer. Donc il risque d'avoir un lit de pièces par terre pour ensuite réassembler le puzzle. Allez, c'est parti. Allez, on va accélérer tout ça parce que mon Dieu, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Donc là, Ilan est en train de démonter le support du support moteur. Moi, je suis en train de d'éclipser, on va dire, enlever le faisceau du compresseur de clim et de l'alternateur. Ilan va démonter la courroie d'accessoires, la détendre et l'enlever. Et ensuite, moi, je vais commencer à enlever le compresseur de climatisation. Pendant ce temps, derrière, Ilan démonte le support de l'échappement. J'ai évité de m'allonger dans l'huile. Ouais, putain. Moi, je m'attaque encore à une durite d'admission, une durite qui est fixée sur le moteur et aussi sur le collecteur d'admission. Et puis, je démonte l'alternateur. Tout ça, on récupère pour mettre sur le nouveau moteur. Ceci est un alternateur. Il sert à alterner. Le support de filtre à huile fait office de support pour le refroidisseur d'huile. On a le gars étendeur dedans. Ah ouais, quand même. Nous reviendrons. On va s'attaquer au-dessus et à l'arrière du moteur. On continue à déconnecter et là, on va surtout commencer à démonter le turbo. Et pour ça, il faut d'abord enlever la fixation du turbo, enlever les durites d'huile, d'arrivée d'huile, de sortie d'huile, mais aussi de refroidissement parce que c'est un turbo qui est refroidi par eau. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et donc du coup, on va continuer à accélérer les vidéos. Bon, au cas où vous l'auriez pas remarqué, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais en fait là, il y a beaucoup de choses à récupérer et à démonter de l'ancien moteur et à mettre sur le nouveau moteur. Donc en fait, j'ai à peu près 2 minutes là de vitesse accélérée que vous allez regarder avec ma petite voix douce et chaleureuse par derrière.
Je vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas non plus une vidéo tutoriel. Mais grosso modo, c'est quand même intéressant de savoir que là, en fait, une fois démonté toutes les durites, il y a des choses qui sont tenues. Il y a des choses, bah oui, vous vous doutez bien, le moteur, il a quand même un certain kilométrage. Dans mes souvenirs, on doit être à 160 000, quelque chose comme ça. Et donc les vis, tout est d'origine. Donc il y a quelques vis grippées. Et donc là, on a eu un petit peu de mal quand même à sortir les tuyaux du turbo. Mais bon, le turbo est enfin démonté, c'est le principal. On récupère aussi tout ce qu'il y a à côté, les capteurs, il y a des petits capteurs, toute la tuyauterie, ouais, il y a absolument tout à récupérer, tout à démonter. Là par exemple c'est la pipe à eau, avec encore une fois des durites, à déclipser, à enlever, à démonter. À la pompe à eau qu'on voit derrière, là, à l'endroit où Ilan est en train de démonter, c'est la partie du cache de la pompe à eau. La pompe à eau qui est tenue avec une courroie, une petite courroie, qui n'est pas du côté de la distribution. Non, là-dessus, c'est une distribution à chaîne, hein, donc la courroie est plutôt côté volant moteur. Ouais, ce qui est assez rare. Et donc là, je continue à démonter quoi? Des durites, des durites, des durites, des durites. Là, on attaque le support d'alternateur et de compresseur de climatisation. Sur ce support, on a le refroidisseur d'huile. On a aussi des électrovannes de pression d'huile qui sont connectées dessus et aussi la jauge d'huile. Une fois qu'on enlève toutes ces vis de ce support, on va avoir le refroidisseur d'huile qui va venir avec et il est connecté à la pompe à eau qui est juste derrière, forcément, puisque c'est un refroidisseur. Donc en fait, c'est du liquide de refroidissement qui circule dans ce refroidisseur pour refroidir l'huile. Donc elle vient de la pompe à eau. Donc tout va se démonter en même temps, enfin plus ou moins. Là, je vais surtout continuer à débrancher la partie du faisceau qui est restée sur le moteur et qui est branchée du coup à tous les capteurs, papillons d'admission, etc., etc. Il faut tout débrancher et enlever une partie du faisceau parce que ça nous gêne quand même dans le démontage. C'est qui? C'est qui? Bon, donc ça y est. Là, on enlève toutes les vis de la pompe à eau et on va enlever le tout en même temps. Allez, c'est parti, tout d'un coup. Hop, 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 hop. Pompe à eau externe sur ces moteurs. Avec la petite courroie comme ça. Voilà. Pompe à eau avec thermostat à l'intérieur. Boîtier complet, quoi. Et ça, on remplace. Ou alors, je sais pas. Ah merde. Eh ben oui, mais si tu mets sur gauche, il faut aussi, hein. Allô? J'entends pas la mer. Là, Ilan va commencer à démonter les bobines d'allumage. Et ce que je vous montre actuellement, c'est la partie collecteur d'admission, avec la rampe des injecteurs, les 4 injecteurs. Puis en dessous, vous voyez, vous avez une autre rampe avec 4 injecteurs, parce qu'on a de la bi-injection sur ces moteurs-là. Et oui, c'est spécial. Et ce que vous venez de voir ou entendre, ce sont différents joints neufs que nous allons devoir remplacer sur le collecteur d'admission, le turbo, et j'en passe. On remet tous les joints à neuf. Des différents accessoires que nous allons récupérer de l'ancien moteur pour mettre sur le nouveau. Là, on pose le moteur à terre pour enfin enlever l'équilibreuse du dessus du moteur, parce qu'en fait, ça nous gêne pour continuer à démonter les parties du dessus. Ça, c'est la soupape reniflard d'huile. C'est pour les vapeurs d'huile du moteur. D'ailleurs, je sais pas si tu sens, je suis en train de le démonter, et plus je démonte, ça sent l'huile cramée. Tu sens déjà le feu. C'est sympa. Mais c'est normal que ça sente le cramé, l'huile cramée. Quand on a des pièces en friction qui sont pas censées être en friction et qu'on a de la limaille dans l'huile, l'huile elle sent pas bon en fait. Hein. C'est un petit peu énervant de remettre des pièces dégueulasses sur un moteur neuf, non? Je trouve ça un peu énervant. Oui, je suis d'accord avec toi. Nettoyons un peu tout ça. Et voilà, le reniflard d'huile est enlevé. On commence tranquillement à remonter certaines choses déjà sur le moteur.
Là, on s'attaque à du gros, le collecteur d'admission. Alors, l'avantage, c'est quand on démonte ça, le papillon d'admission reste dessus, vient avec, comme la rampe supérieure d'injecteur. Donc on peut enlever toutes les vis, démonter, et surtout ne pas oublier le tuyau de la pompe à carburant qui va sur la rampe et qui nous gêne un petit peu pour sortir le bloc du collecteur d'admission complet. L'ancien moteur, le nouveau avec la boîte, et déjà toutes ces pièces-là. Voici ce qu'on appelle un bordel organisé. Il n'y a plus qu'à nettoyer toutes ces pièces avant de remonter sur le nouveau moteur. Oh, il est beau. La midi petit déjeuner, l'Amérique aurait. Nous commençons donc notre deuxième journée de travail sur ce moteur. Donc on continue, encore une fois, à démonter des choses qu'on doit récupérer. Et là, entre autres, c'est la pompe à vide, avec la pompe à carburant qui est fixée dessus, qu'on va démonter ensuite. Et puis on va s'attaquer aussi à la rampe d'injecteurs, les injecteurs qui étaient en dessous du collecteur d'admission qu'on a démonté la veille. Ça pue l'éthanol. À quoi tu vois que c'est de l'éthanol ? Quand on a sur les gants, ça sèche super vite. Eh bien merci pour ce point de vue très intéressant. Donc, nous continuons à démonter quoi là-dessus ? En fait, on le voit pas très bien, mais il nous reste pas mal de capteurs. Des capteurs, des sondes, un peu de tout, température, aussi bien d'huile, d'eau, des sondes, plusieurs sondes, à différents endroits du moteur, pour différentes cause. Et là, je récupère les goujons, des goujons qui sont restés sur la culasse, la partie du moteur. Je dois les récupérer pour les mettre sur l'autre moteur. Bah oui, il faut récupérer ces goujons. C'est sur cette partie-là qu'est fixé le collecteur d'admission. Je sais pas si vous voyez bien, mais pour les récupérer, on fixe deux écrous, on les serre l'un contre l'autre et on vient dévisser le goujon comme ça. Je vous fais pas un tuto, mais je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez compris. Et du coup, c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, on peut commencer à remonter en sens inverse. On commence par ce qu'on vient de terminer et on remonte dans le sens inverse. Alors, une fois, c'est pas bien compliqué. Faut juste quand même comprendre et savoir ce qu'on enlève, de où on l'enlève, à quoi ça sert et le remonter au même endroit, sans rien casser, bien évidemment. Donc ça, c'est les injecteurs du bas. Comme on est sur de la bi-injection, ils font un petit peu la gueule. On va essayer de nettoyer un petit peu et on va les remettre. Quand je vous disais qu'on remonte tout dans le sens inverse, on remonte ce qu'on a démonté en dernier juste avant. Et c'est reparti pour un tour. Allez, on remet tout sur le nouveau moteur. Un petit peu plus propre quand même. Je vous explique quand même, parce qu'il faut meubler. Effectivement, on remonte, une fois les capteurs, là c'est la rampe d'injection. On remonte la rampe d'injection inférieure, celle qui se trouve en dessous du collecteur d'admission. La rampe supérieure se trouve fixée sur le collecteur d'admission. On peut la séparer, mais elle est déjà montée dessus, on l'a pas démontée. Donc là, on va pouvoir remonter le collecteur d'admission avec sa rampe par la suite. Là, on va s'attaquer du coup à la pompe à vide et sa pompe à carburant fixée dessus. Ça, c'est le bout de l'arbre à cam qui va venir tourner l'intérieur de la pompe à vide. Du coup, je suis en train de démonter la pompe haute pression, pompe à carburant, de la pompe à vide pour pouvoir remonter la pompe à vide sur la culasse et ensuite remonter cette pompe haute pression, cette pompe à carburant sur la pompe à vide. Donc là, c'est encore une fois en vitesse accélérée, mais vous l'avez compris, je pense. Vous le verrez un peu monter par la suite. Là, vous voyez Ilan démonter le refroidisseur d'huile qui se situe sur le support du compresseur de clim et de l'alternateur parce que on va le remplacer, ce refroidisseur d'huile, tout simplement. Bah oui, il faut le remplacer, il n'y a pas. Nouveau radiateur d'huile. Il n'y a pas de joint. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Pas vendre des joints avec quoi. Oui, malheureusement, les joints sont pas fournis avec le radiateur refroidisseur d'huile. Donc on a dû les commander à part. Mais par contre le joint pour le support, ça je l'ai et je le remplace. Mais surtout avant, je nettoie ce support puisqu'il y a de l'huile qui va dedans et il y a de la limaille aussi. Donc on nettoie très bien tout ça et on change de joint. Un beau petit joint tout neuf. Mais
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont obligés de faire autant de bordel comme ça? Mais c'est pas possible, moi je me casse. Alors, le joint du turbo, qui fait office de collecteur d'échappement en même temps. Hein. Le turbo, tout intégré là-dessus. Bonjour. Eh bonjour, ça va? S'il te plaît. Non, merci. Allez, à bonne journée. Merci. Donc ça, c'est la bonne pompe à eau, parce que la pompe à eau, vue précédemment, au démontage, là, elle était pas bonne. Donc j'ai commandé la bonne, qui coûte très cher. On peut dire les prix ou pas? Bah, plus de 600 euros. Alors, on va quand même vérifier si c'est la bonne, mais normalement c'est la bonne. Un petit cutter. Est-ce que c'est la bonne? Donc elle est livrée avec sa petite courroie. Elle est livrée avec son petit tube que je viens de remettre juste avant dans le refroidisseur. Du coup pour rien, puisque c'est livré avec la pompe à eau. Et donc ça, la petite courroie, en fait, elle est déjà montée sur le nouveau moteur. Neuve, bien sûr. Donc celle-là, elle va ne servir à rien. Et donc on va regarder si... T'as la cote, Ilan? T'as vu ça? C'est un coup de foudre, hein, ça, ma fifi. Avec son petit plumeau. Donc voilà, la nouvelle pompe. On va la comparer avant de la déballer. Allez. Donc ça, c'est l'ancienne. Donc on a bien notre partie électronique à l'arrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ben c'est bon ça. Impeccable. On va pouvoir déballer. Elle est fournie avec les joints. Elle. Voilà. Donc ça, c'est tout belle. Et donc du coup, ben, je vais pouvoir enlever ce qu'on s'est cassé le cul à remettre avec des joints toriques. C'est fourni avec, c'est génial. Ça pouvait pas juste arriver 5 minutes plus tôt. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Donc là, il faut que je renlève putain, ce que j'ai galéré à mettre et que je mette celui-là qui a déjà les joints dessus. Donc on s'est cassé le cul pour rien, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, est-ce que je vais savoir le renlever, ce que je viens de mettre? Oh, écoute, c'est jamais un montage définitif, hein, donc bon. Ça, c'est l'ancienne. Poubelle. On graisse les nouveaux joints de ce petit morceau de plastique, comme une sorte de pipe, et on le remboîte. Perfecto. Ça va aller tranquille ici? Voilà, là il sort plus tout seul. Impeccable. Donc cette partie-là vient se mettre sur le support de filtre à huile, galet tendeur de courroie d'accessoires et du coup échangeur. Et là, bah, malheureusement, on n'a pas le joint et on va le recevoir que demain. Donc stand-by pour ça, malheureusement. On peut monter la pompe à eau quand même et prévoir, elle se monte comme ceci. Et du coup, le trou là pour mettre le téton ici à l'arrière. Et donc venir mettre le support filtre à huile avec le refroidisseur et tout. Donc je pense que ça, on va pouvoir quand même le monter aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait. Ça, les autres pièces quoi. Et puis on fera avec. Hein. Donc là, j'ai déjà mis le joint neuf côté culasse moteur. Donc il n'y a plus qu'à changer celui-là. Et oui, désolé pour les bruits d'oiseaux dans le fond, c'est pas voulu. J'ai un jardin derrière le garage, et au moment où on a tourné la vidéo, bah, c'était un peu le printemps quoi. Donc désolé. Sinon là, Ilan est en train de monter des bougies neuves, et puis ensuite, il va pouvoir monter les bobines d'allumage dessus. Pendant ce temps-là, bah, moi je vais monter du coup cette belle nouvelle pompe à eau sur la culasse et sur la courroie. Merde. Oh putain, heureusement que je regarde. Oh. Et oui, heureusement que je regarde quand même. Normalement, tu dois avoir un bout de faisceau avec un capteur rond. Malheureusement, on va devoir faire avec ça dans les pattes. On a un petit capteur qui s'appelle Gérard, parce que j'ai plus son nom. Putain, c'est des capteurs de Kitty. Capteur Kitty. Je pense que les gens vont vraiment se demander si t'es mécano. Non, en vrai, des fois, on en a tellement plein la tête que les choses simples, on oublie comment elles s'appellent. Celui-là, vu où il est caché, t'as pas intérêt à ce qu'il soit mort. Hein. Oui, voilà l'intérêt de remonter les choses dans le sens inverse de démontage. Parce que sinon, c'est un très bon moyen, si on veut aller trop vite et monter une pièce, bah, d'oublier que, bah, en fait, il y avait une pièce à monter juste derrière. Et, bah merde, il faut tout redémonter pour y avoir accès. Et puis, il y a aussi le faisceau électrique à placer dans les endroits prévus pour.
J'espère que je vais pas devoir redémonter la pompe à eau pour insérer mon bordel parce qu'on a eu un petit peu de mal à le sortir de l'ancien moteur. Et j'ai fait venir la pompe à eau avec. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas un pas inversé par hasard? Si, c'est un pas inversé. Voilà. Pourquoi un pas inversé? Parce que ton moteur il tourne dans ce sens-là. Donc forcément, si tu mets un pas normal, il va tourner, avec la pression, il va se desserrer. Un peu de pédagogie, ça n'a jamais fait de mal. J'ai pas la prétention d'être un putain de formateur, mais en tout cas, j'essaye d'expliquer ce que je connais et ce que je fais. Donc là, on a resserré la petite vis sur la poulie, on a remis le cache de la courroie de la pompe à eau et on continue le remontage. Là. Bon, désolé, c'est pas encore la fin de la journée et pourtant on aperçoit déjà la lune. Bref, on continue le remontage des tuyaux, des petites durites. Et là, on s'aperçoit que j'ai un bout de pipe à eau qui va sur le turbo qui est cassé et qu'on va devoir remplacer. Et on va remettre le turbo. Allez, c'est parti. What the fuck? Oui, il faut se méfier de ce turbo parce qu'au remontage, c'est un turbo bruyant. On va remonter avec le turbo toutes les durites qui vont avec. Les durites d'arrivée d'huile, d'évacuation d'huile, les durites d'arrivée et de sortie d'eau. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est un turbo qui est refroidi par eau. Et oui, donc ça fait beaucoup de tuyaux et de durites à refixer en plus du turbo. Donc voilà, du remontage et du remontage, toujours en vitesse accélérée. Hein. On va pas vous perdre, on essaie de pas vous perdre. Je vous ai perdu? Je pense que je vous ai perdu. Faites-moi signe. Ouh. Donc là, on va essayer de remettre collecteur d'admission. Voici le collecteur d'admission avec le papillon d'admission. Et donc, on a le nouveau joint. On va le remplacer. Bien entendu qu'on va remplacer ce joint. Mais avant de monter ce collecteur d'admission, on va d'abord le nettoyer, remplacer du coup le joint après nettoyage. Et on a mis la petite patte de fixation pour pouvoir le remonter, le positionner et tout refixer correctement. Passer les faisceaux électriques, hein, comme d'habitude, aux endroits où ça doit passer pour tout reconnecter en essayant de rien oublier. Non, désolé, là, j'ai plus rien à redire. Hein. Ils sont trop longs à remonter ces pièces. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise pour meubler? On va laisser faire, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Eh ben, une chose est sûre, c'est que je vous aurais au moins appris à compter. Enfin, en tout cas, je vous aurais au moins appris que je sais compter. Plutôt ça. Donc, on continue à remonter le faisceau. Une bonne grosse partie du faisceau. Parce que là, c'est le faisceau pour les injecteurs, partie inférieure, les injecteurs, partie supérieure du collecteur d'admission, et puis les capteurs qui sont sur le collecteur d'admission, et puis les bobines d'allumage, et puis voilà quoi. Et ensuite, on a les tuyaux de dépression. On a aussi les tuyaux d'arrivée d'essence qu'on va devoir remettre. Enfin, tout ce qu'on a démonté auparavant, en fait. Et oui, le plus gros reste à faire. On a encore la boîte de vitesse à remonter. Ouais, donc faut récupérer. Mon Dieu. Alors, on essaie de récupérer une durite qu'il y a sur l'ancien reniflard séparateur d'huile, parce qu'on doit le mettre du coup sur le nouveau reniflard séparateur d'huile qu'on va devoir placer sur le dessus du moteur. Et en fait, sur ce tuyau, on a effectivement une sorte de petite soupape qu'on doit récupérer. Là, on remonte une petite pipe à eau qui est fixée sur la culasse. Et ma foi, c'est parti, hein. On va venir refixer le moteur sur la grue pour pouvoir le relever, le rééquilibrer et continuer à remonter certaines pièces. Tu vas parler, oui. Tu vas parler. Des pièces qu'on va devoir accéder sur la partie bas, moteur. Et surtout, rééquilibrer tout ça pour venir fixer notre boîte de vitesse sur ce nouveau moteur. Là, c'est une partie un peu délicate puisque c'est le nouveau moteur, c'est celui qu'on va réutiliser. Donc on va essayer de pas l'abîmer.
Donc là, on va juste l'équilibrer et venir le poser délicatement sur son carter, plus ou moins un plat avec des bastings, des carrels quoi si vous préférez. Et donc là, on va venir en mettre la petite tôle de protection qui vient se mettre entre la boîte de vitesse et le moteur. Et on va graisser ce qu'on appelle les Tokyo, les petits ergots qui viennent maintenir la boîte de vitesse quand on vient l'enclencher pour pouvoir ensuite mettre les vis. Allez, on déballe le nouveau kit embrayage avec le nouveau volant moteur Bimas et la nouvelle butée hydraulique d'embrayage. Allez, c'est parti, on va remonter tout ça. C'est beau de remonter des pièces neuves. T'as vu ça fait contre-plonge, je pars en arrière. C'est un beau bébé, ça. Oui, c'est que ça pèse son poids, un volant moteur Bimas. À poser, c'est lourd. C'est-à-dire que ça, d'habitude, tu fais ça, moteur sur la bagnole, boîte démontée, et en dessous. Il n'y a pas de doute, faire un embrayage quand le moteur est déposé, c'est quand même plus simple, parce que habituellement le moteur, il est dans la caisse, dans le compartiment moteur. Même si on enlève, on se fait de la place, on enlève la boîte de vitesse, en fait, il y a quand même pas beaucoup de place pour faire un embrayage. Donc oui, c'est quand même plus simple de le faire moteur déposé. Mais malgré tout, c'est là qu'on s'aperçoit que ça prend du temps de démonter une boîte de vitesse sur certains modèles, parce que effectivement, il y a du démontage, il faut se faire de la place, il y a même souvent des berceaux à démonter. Enfin bref, vous comprenez pourquoi ça coûte cher de remplacer un kit embrayage sur un véhicule. Thank you very much. Voilà, ça prend autant de temps de tout sortir et de le faire moteur déposé. Donc en règle générale, on démonte pas un moteur pour faire un embrayage. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 8. Voilà, les 8 sont faites. Suivant. Ça, tu seras à mettre sur la queue, parce qu'il faut toujours lubrifier sa queue avant de rentrer quelque part. Alors, vérifions que ça soit dans le bon sens. Gearbox side, boîte à vitesse. Donc, côté boîte. Alors, on va d'abord le placer dans ses ergots. Il va falloir centrer l'embrayage au milieu de ça. Pour ça, on a besoin d'un centreur. Donc on regarde sur la queue de boîte. À mon avis, ça m'a l'air pas mal. Hop, on va voir si ça va dans le fond. Voilà, le but, c'est de regarder si on est centré. Non. Eh ben ça m'a l'air pas mal. Là on est centré. On va pouvoir venir visser tout autour. Et quand on visse, ça vient rapprocher les dents du diaphragme vers l'intérieur. Regardez bien au niveau de mon centreur, tout autour, on voit les lamelles du diaphragme qui rentrent vers l'intérieur en serrant. On vérifie toujours qu'on est centré, oui. Et on va refaire un serrage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Perfecto. On va pouvoir enlever le centreur. Voilà. On s'attaque maintenant à la boîte de vitesse. On va démonter la butée d'embrayage hydraulique pour pouvoir la remplacer par la nouvelle, bien entendu. La butée, ça va encore. L'embrayage était naze, mais la butée, ça va encore. Oui, enfin, on voit quand même l'usure de l'ancienne butée, la partie roulement qui vient s'appuyer sur le diaphragme. On voit qu'elle est quand même usée, bien marquée. De toute façon, on change tout. On cherche même pas à comprendre là-dessus. On remplace tout. On repart sur du neuf avec un bon petit serrage. On regraisse la queue de la boîte de vitesse et en avant Guingamp, on rentre tout ça comme papa dans maman. Alors le plus important, c'est bien la positionner en face, bien en face, pour faire entrer la queue de boîte dans l'embrayage. Voilà l'importance de poser une boîte de vitesse sur un moteur qui est déjà déposé hors de la caisse. C'est quand même un peu plus simple. Là, vous nous voyez faire ça par terre. On a le temps de bien positionner le cric, lever un peu, bien mettre en face et clac, ça rentre. Quand vous avez tout ça en dessous et que vous devez faire ça en dessous de la voiture avec des crics de fosse et tout le tralala, beaucoup moins de place. C'est là que vous comprenez que ça prend du temps et c'est surtout très technique. Voilà, il faut savoir le faire et on fait pas ça comme ça en claquant des doigts. Tout ça fait que oui, un remplacement d'embrayage, ça peut vite coûter cher sur un véhicule. Ça fait même quasiment partie des travaux les plus chers sur un véhicule. Donc là, la boîte, elle est bien rentrée, elle est bien positionnée dans ses Tokyo, bien en face, impeccable. Plus qu'à
visser toutes les vis du tour de boîte pour leur fixer sur le moteur. Là, on remet le démarreur avec les 2 longues vis. On refixe tout, toujours pareil. Allez, on accélère tout ça parce que c'est long, c'est toujours aussi long. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais normalement, on vidange une boîte de vitesse avant de la déposer. Sauf que chez VAG, il n'y a pas besoin de la vidanger. Elles sont fermées avec des tulipes. La plupart des autres constructeurs, dès qu'on enlève les cardans, ça pisse. Donc on est obligé de vidanger. Mais pas chez VAG, Audi, Volkswagen. Les 2 boîtes sont bloquées. Tout ça, c'est devant, donc ça va. Il nous reste, c'est devant, au-dessus. Et par contre, là derrière, ça risque de casser les couilles. On va quand même essayer de le présenter. Il nous reste quoi là? Les durites. Il faut qu'on regarde les durites de derrière d'abord. Oui. Assembler les dernières durites de derrière. Comme ça, on est bon. Ce qu'il y a là-bas, alternateur, compresseur de clim, durite d'admission. Ça, c'est quand on aura. C'est devant, donc c'est pas dérangeant. On peut le faire après. Ce qui peut peut-être être chiant qu'on va faire avant de monter le moteur, c'est le support. Ça, on va le faire en même temps que les durites de derrière. Et en vrai, on pourra remonter déjà dans le moteur, dans la caisse, en attendant les dernières pièces. Ce sera fait, et comme ça, vraiment, on regarde niveau timing ce qu'il nous reste. S'il nous reste assez de temps, on commence à renquiller les cadres. Triangle, durite, dos derrière, échappement derrière, tout ce qu'on peut, quoi. Après, tout ce qui nous restera demain matin, de toute façon, j'espère qu'il nous restera quand même quelques bricoles en attendant les pièces, parce que ça va être 10h30, 11h, quoi. Merde. On va pas mettre le support. Putain. Et en fait, on doit emboîter le refroidisseur là, on doit l'emboîter dans la durite, clac, clac, et venir le visser. Alors, ça se visse comme ça, hein, dessus, hein. Mais il y a les prises à mettre. Il est là-bas. Donc, on est nickel. Donc on peut pas mettre le support. Est-ce que vous voyez la détresse dans mon regard? La même merde. C'est la même merde. Tout ce temps perdu. Ah, mais c'est pareil, si on attache côté boîte et qu'on n'a plus beaucoup de place pour mettre le support moteur, ça va être chiant, quoi. Pour un joint, toute la face avant, on est retardé. Il n'y avait pas un truc au déversoir. C'était après-midi. Si, Ah, si. ouais. C'était le fameux capteur. Hein. Non, je l'ai vu en début d'après-midi, ça. Hier, j'ai commandé des trucs. En retard. Et un truc qu'on doit recevoir cet après-midi. Et c'est le renifleur de recevoir le grand matin aussi. Oui. Putain. Et la grille de demain après. Parce que là, en fait, je me rends compte que demain, on va le mettre dedans, mais genre début d'après-midi. Parce qu'on va recevoir le joint dans la matinée. Donc, on va devoir attendre de recevoir le joint, donc il va être 10h30, pour remonter le refroidisseur d'huile, le support du filtre à huile, support moteur, alternateur, compresseur, on va tout faire ça là. Du coup, on va pas le faire dans la caisse, quoi. On va regarder les dernières durites. T'en fais pas, on va continuer à remonter tout ce qu'on peut remonter, et puis ce qu'on pourra pas remonter parce qu'il faut attendre les pièces, et ben on attendra les pièces, on fera avec, et puis voilà. Tant qu'on découvre pas d'autres merdes en attendant. Là, il y a des dedans, j'ai oublié de te le dire. C'est quoi On va le faire. de savoir? En fait, quand t'as fait les bâtards, je me suis dit, ah bah ouais, il y a de l'huile en fait. J'avais zappé, mais ils sont obligés de mettre de l'huile dedans. Bah, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est pas vraiment de l'huile en plus. C'est con parce qu'on l'avait nettoyé. T'en as dans ta manche, hein. Oui. Ah merde. C'est dommage. Oui, bon, c'est vrai, j'aurais pu lui dire de mettre une petite bassine avant d'ouvrir le bouchon. Mais j'avais moi-même oublié qu'en fait, il y a toujours un minimum d'huile dans un moteur reconditionné à neuf. C'est normal, il faut pas que ça soit sec à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, on continue à remonter des durites. Ah oui, des durites et des durites. Toujours les mêmes durites, hein, au final. Bref, on remonte des durites. Ça va dans le radiateur habitacle.
Bah, malheureusement, on va pouvoir arrêter là. Hein. Il manque trop de pièces. Un joint, une bride. Il n'y a rien de flard. 3e jour, et toujours pas dans la caisse. Donc là, on a quasiment tout remonté sur le moteur. Il nous manquait des pièces. Un joint de refroidisseur d'huile qui n'a pas été fourni avec le refroidisseur d'huile, malheureusement. Ça se voit un peu sur ma gueule que je suis fatigué. Ça va en vrai, le démontage, le remontage de certaines pièces, c'est quand même bien passé. Franchement, ça va. Là, en gros, on va devoir attendre de recevoir les pièces qui vont sûrement arriver vers 10h30, 11h, malheureusement. On pourra déjà remonter pas mal de choses. Grâce à ça, remonter quand même le moteur dans la caisse. Cet après-midi, on reçoit la petite bride de refroidisseur au-dessus du turbo. La petite bride en plastoc qui est cassée. Ça, on la reçoit que cet après-midi. C'est sur le dessus du moteur et un peu derrière, mais en vrai, ça se fait dans le compartiment moteur. Donc en gros là, les dernières choses qu'on va recevoir pourront faire en sorte qu'on remette le moteur dans la caisse, qu'on puisse commencer à remonter les cardans, l'échappement. On la met en eau, on aura déjà pu la mettre en huile avant. Normalement elle démarre ce soir et j'espère bien. Bref, la suite, c'est parti. Allez, nouveau filtre à huile avec le petit joint. Démontage du filtre à air. Bon, comme je vous l'ai annoncé juste avant, effectivement, on doit passer le temps en attendant de recevoir les pièces. Donc, on va passer le temps tout simplement en prémontant les filtres. Comme ça, ce sera fait. Il n'y aura plus qu'à mettre dans le compartiment moteur, dans le moteur. Donc là, on a déjà fait le filtre à huile, comme vous l'avez vu. Et là, on est en train de faire le filtre à air. Et il était temps, hein, vu toute la merde qu'on sort de ce boîtier de filtre à air. Au moins, avec un bon filtre tout neuf, ce moteur tout neuf pourra respirer de l'air toute neuve. Enfin, toute neuve. En tout cas, de l'air. Ça, c'est sûr. Bien filtré. Voilà. C'est ça que je voulais dire, en fait. Ilan et les filtres habitacles. Épisode 36 551. Oui, parce que Ilan adore remplacer les filtres à habitacle. La preuve, c'est que du coup, c'est moi qui le sors, le filtre habitacle. Tellement il adore ça. Bon, allez, du coup, je le laisse le remonter. En plus, il est bien placé. Franchement, là, il fait des manières, hein, parce que il est vraiment bien placé, ce filtre habitacle. Allez, on a reçu un petit joint. Le fameux joint qui manquait pour mettre le refroidisseur d'huile. C'est toujours plaisant quand on reçoit enfin les pièces tant attendues. Et là, c'est juste un petit joint, hein, vous allez me dire. Mais un petit joint, ça fait du bien. Enfin, je veux dire, là, quand on le reçoit, le petit joint, et qu'on peut remonter enfin les pièces qu'ils attendaient, à même le sol. Regardez ce beau refroidisseur d'huile. On remonte donc le refroidisseur et son support dans la pompe à eau, on l'enfourne. On remonte toutes les vis du support. On va venir rebrancher les capteurs qui sont sur le support. On revient fixer le puits de jauge et on lui remet la jauge d'huile dans ce puits de jauge. On remet le support du support moteur, ce qui va nous permettre de mettre le support moteur et le rattacher à la caisse par la suite, donc très important ce support. On remet le compresseur de climatisation qu'on va ensuite rebrancher au faisceau, hein, bien sûr. On remet l'alternateur qu'on va aussi rebrancher à son faisceau. Et là, on va venir remettre la courroie d'accessoires. Le galet tendeur étant déjà pigé, c'est-à-dire qu'il est maintenu tendu, on enlève la pige. C'est un galet tendeur automatique, donc sa tension est automatique. Et ça y est, c'est parti. On déplace ce nouveau moteur tout beau tout neuf sur lequel on a tout remonté ce qu'on devait récupérer et on va venir le placer. Alors, c'est un petit peu comme un puzzle, hein, pour venir tout remonter les pièces et tout ça. Tout ce qu'on démonte et qu'on remonte, c'est un peu comme un puzzle. Donc, c'est pas très très compliqué. Il faut être assez méthodique, mais c'est beaucoup de la logique. Et pour remettre en place le moteur dans le compartiment moteur, eh bien, c'est vrai que c'est mieux à deux parce que ça bouge quand même beaucoup. Il faut l'équilibrer, il faut bien le placer. Ça rentre un petit peu comme dans un mouchoir de poche, hein. Ça passe tout juste, il y a des durites un peu partout, il faut savoir bien les remettre à leur position pour pas qu'on vienne pincer quelque chose et qui pourrait emmerder par la suite, après le remontage, la bonne utilisation du moteur. Mais donc c'est important de bien le placer, bien positionner. Une fois que tout ça est bien monté, on peut venir fixer le support moteur et le support de boîte de vitesse, chacun de son côté. On a aussi un support anti-basculeur en dessous, on va venir le fixer par la suite. Mais une fois que tout ça est bien positionné, on va pouvoir visser tout ça et venir alléger, descendre la girafe et enlever l'équilibreuse. Et vous verrez par vous-même que le moteur retient comme par magie.
Bah non, c'est de l'ingénierie, ça s'appelle. Nous avons affaire à un moteur en position transversale. Donc en fait, c'est un moteur qui est suspendu par un support moteur d'un côté et un support de vitesse de l'autre. Quand on a un moteur en position longitudinale, en général sur les véhicules à propulsion, là nous avons un moteur qui est posé sur des supports, mais posé sur le berceau, par le dessous, parce que le moteur est en fait dans l'autre sens et la boîte de vitesse va sous le véhicule pour rejoindre de l'autre côté via la transmission le pont. Là, c'est pas le cas. C'est une traction avant, on a un moteur en position transversale qui du coup est suspendu. Voilà pour la petite anecdote. Là, la chèvre est enfin enlevée, plus rien de fixé sur le moteur tient de par lui-même et nous pouvons enfin mettre le filtre à huile que nous avions préparé juste avant. Voilà, filtre à huile remonté. Nous avons reçu une nouvelle pièce. Mais qu'est-ce donc que cette nouvelle pièce? Le reniflard d'huile et le tuyau. Donc là, nous recevons des pièces neuves, mais désassemblées. La partie séparateur d'huile, reniflard, comme on l'appelle, est désassemblée d'un tuyau. Ce tuyau doit être rattaché à l'entrée d'air du turbo. Là, je vais juste récupérer la petite vis qui n'est pas fournie avec, de l'ancien séparateur d'huile, pour venir fixer sur le nouveau tuyau qu'on a reçu avec. On remonte la nouvelle pièce avant de la poser sur le moteur. Le reniflard séparateur d'huile est remonté. Bon, il y a encore du boulot. On attend cet après-midi la bride qu'on va pas voir. Merde. Qu'on doit mettre ici derrière. Voilà, voilà. Allez, on va les bouffer maintenant. Et bim, la pause déjeuner fut très courte. C'est ça les avantages du montage, c'est qu'on supprime tout ce qu'on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, désolé pour les interférences juste avant. En fait, le bandeau LED que vous voyez, l'éclairage qu'il y a sur le capot, c'est du sans fil, c'est des LED. Et en fait, je ne savais pas. Je suis un petit peu novice là-dedans, mais en fait, quand on approche la caméra pendant qu'on filme, en fait, ça fait des interférences cette lampe. Et je savais pas. Je me suis rendu compte qu'au montage. Donc désolé si vous n'avez pas trop compris et si les interférences vous ont niqué les oreilles. C'était pas voulu. Donc là, je suis en train de remonter pour ma part en dessous du moteur toute la partie échappement, fixation d'échappement, ce qu'on appelle des pare-chaleurs. Bah là, on a remonté le cardan déjà côté conducteur. Je vais remonter le cardan côté passager. On va remettre toutes les vis. Et c'est là que vous remarquez que on fait pas la même taille en fait. Moi, je suis quand même assez grand, je fais 1m85. Ilan est, disons, un peu plus petit. Donc, je descends le pont à sa taille pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Sauf que pour moi, c'est un petit peu bas. Ilan, j'essaye de le ménager pour ça. Mais bon, comme vous voyez, dans la vitesse accélérée, on n'a pas forcément des bonnes positions tous les deux. Mais c'est comme ça, hein, des fois, il faut se faufiler, il faut passer sa main, son bras, que dis-je, son corps, et essayer de trouver les meilleures positions pour aller visser une petite vis là-bas derrière. Bah, autant dire que c'est pas vraiment facile. C'est plutôt assez souvent compliqué, mais pas le choix, faut y aller. A few moments later. Bref, nous voici enfin en train de remonter la face avant. La face avant avec les radiateurs, en fait, surtout. Radiateurs d'eau et de clim. Et l'échangeur d'air. Et du coup, on va remonter les phares. Mais surtout, reclipser toutes les durites au radiateur. Et on n'oublie pas de remettre de l'huile pour le premier démarrage. C'est parti pour un démarrage. Alors les ventilateurs moteurs se sont mis en route à fond la caisse parce que j'avais oublié de rebrancher la sonde de température extérieure. On va rebrancher ça et ça va se couper. Ouais, c'est le prix de la température, je pense. Température extérieure, du coup comme il fait pas. Il n'y a pas de voyant moteur allumé, donc c'est quand même bon signe. Elle tourne bien. Là on va pas trop lui en demander, donc on va la recouper. On va faire une petite vérif déjà sur le peu qu'elle a démarré, si vraiment il n'y a pas de fuite nulle part. Là, on va purger la butée hydraulique d'embrayage parce que la pédale, elle est dans le fond. Donc, on va purger la butée hydraulique d'embrayage. Et ensuite, on remonte tout le reste. Le client a commandé une calandre pour le pare-choc avant effet nid d'abeille. On va remplacer cette calandre sur le pare-choc avant et on va replacer le pare-choc avant sur le véhicule. Voilà ce qui arrive quand tu veux mettre une grille
nid d'abeille à la place de ta calandre d'origine. Ça, c'est un petit coucou au client qui a voulu changer sa grille pour nid d'abeille. C'est de l'adaptable et des fois ça s'adapte pas. Donc j'ai déjà passé quasiment 1 heure à enlever sa grille d'origine de son pare-choc pour mettre la nid d'abeille qu'il avait commandé. Une galère pour remonter le pare-choc parce que son plastoc de nid d'abeille, il galbe pas bien. Il est bien clipsé, hein, mais du coup il déforme son pare-choc. Moi j'arrive pas à le reclipser dans les ailes. Bon alors du coup là on a remonté le boîtier de filtre à air avec le nouveau filtre à air. Et en fait en essayant de remonter le reste de l'admission pour aller faire un essai routier, je me suis rendu compte que le reniflard, enfin le séparateur d'huile que j'ai remplacé, avait une petite durite que je vous ai montré. Et en fait cette durite c'est censé se reclipser à l'entrée de turbo au niveau de l'admission. Sauf qu'elle n'a pas la bonne forme pour revenir se reclipser. Et je me suis rendu compte avec l'ancien séparateur d'huile qu'effectivement elle n'avait pas le même cheminement. Donc là elle est refroidie, c'est-à-dire que on est le lendemain. Donc du coup là elle est froide tout ça, donc je vais pouvoir le redémonter cette pièce, tourner la durite pour essayer de la mettre dans le bon sens. Durite qui vient du séparateur d'huile ici, passe ici en dessous, et en fait on se retrouve à avoir la durite ici alors qu'elle doit aller là. J'arrive même pas à la mettre, pour vous dire, j'arrive même pas à mettre cette durite là, elle est censée se clipser là au dessus. Là je me retrouve avec une durite que je peux pas clipser sur le turbo et le reniflard que je peux pas clipser sur la durite. En gros c'est un petit peu chiant. Donc malheureusement pour enlever ce séparateur d'huile je suis obligé de renlever 2 bobines parce qu'on ne sait pas enlever la durite de reniflard du séparateur, donc faut se faire de la place. Heureusement que c'est accessible hein, quand même. Pas le moment de péter une bobine. Tourner cette durite là quand elle est placée derrière le moteur, en fait on a peur de tout casser. Là au moins on a une meilleure position et on peut surtout se remettre exactement comme sur l'ancien. Il y a quand même moins de chances de péter quelque chose quoi. Ah bah que c'est long tout ça. Là on est pas mal. Durite dans le bon sens, éclipsée. Il n'y aura plus qu'à remettre cette durite là. Putain, ils me pètent les couilles les gens. Mécano du dimanche là. Les mecs ils en avaient rien à branler parce que de toute façon la voiture elle n'allait pas être réparée, ils se sont dit ouais on s'en bat les couilles. Pas plus que de bord hein. Parce que, souvenez-vous, il a fallu enlever les vis avec les têtes pétées. Merci Audi. Donc maintenant le but c'est de remettre la cage et le calculateur. Hein. Souvenez-vous. Ceci est une vis de disque de frein. Ok. Ça fonctionne très très bien. Je vais en trouver une deuxième et je vais lui en mettre une deuxième. Et donc une deuxième, faites des remplacements moteurs, c'est bon pour le moral. Comme on dit, c'est satisfaisant. Elle a tourné hier. Je vais juste en profiter avant de fermer le capot pour regarder le niveau d'huile. Parce que là on a remis du liquide de refroidissement, parce qu'on a réussi à la faire tourner. Et qu'elle a bu un petit peu, elle va encore boire, on va devoir recomplémenter après un essai routier. Alors qu'est-ce que ça dit? On va essuyer d'abord, hop hop hop. On essuie bien comme ça, on essuie bien comme ça. Voilà. Suspense. On enlève et on regarde. Oh, il y a de l'huile qui se barre. Et on regarde, et comme elle est neuve et qu'elle n'a pas tourné beaucoup, on voit pas très bien. Bah j'ai l'air d'être à la moitié. Ouais, je suis à la moitié. Moitié à froid. Alors, moitié à froid veut dire niveau trop bas. Quand elle va chauffer, elle va aspirer. Là, l'huile est tout dans le fond du carter, vu que le moteur est froid. L'huile a bien coulé et tout est dans le fond du carter. Donc si le niveau est à la moitié moteur froid, non, il faut qu'il soit au trait du max, parce que dès qu'on va démarrer le moteur, l'huile va être aspirée dans le moteur. Donc le niveau va diminuer. Si le niveau est au maximum moteur froid, c'est très bien. Si vous regardez votre niveau moteur chaud, on doit être pas plus bas que la moitié du niveau. Quand il va refroidir, le niveau va remonter. On va faire un petit complément.
On se retrouve à l'intérieur de l'Audi TT et on va aller l'essayer. Donc là j'ai déjà passé un petit coup de valise avant, vérification des codes d'erreur, tout ça, tout supprimé, il n'y a pas de défaut. Enfin, tout a été remis à zéro, donc il n'y a pas de problème. Donc là je vais mettre pas mal de paramètres en réel pour voir le comportement du moteur et tout ça pendant qu'on roule et garder l'œil dessus. Donc là je vais sélectionner puis on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai besoin de pas mal de trucs. Température liquide radiant. Là on vient juste de la démarrer, donc le moteur il est encore froid. Hein. Ça va être un essai routier, un peu de contrôle et de vérification. Moi je pense que déjà ces paramètres là c'est pas mal. On sait déjà que les freins vont faire du bruit puisque ça fait très longtemps qu'elle n'a pas roulé. Donc les premiers coups de freinage c'est enlever la fine pellicule de rouille qui est sur les disques quoi. On a fait la pression des pneus déjà avant. Et ça va, elle était pas dégueulasse. Ah ouais, on entend bien les disques. Les freins. Alors, je vais faire une chose. Je vais couper le start and stop pour mon essai routier parce que j'ai pas envie que ça fasse chier. On a une direction qui est pas du tout droite, mais alors pas du tout. C'est horrible. Elle part à... Si je mets mon volant droit, elle part à gauche de fou quoi. Donc il y aura un réglage de train avant à faire hein. Ça c'est sûr et certain, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Pareil, on sent que les pneus sont déformés du fait qu'elle est restée longtemps sans rouler au même endroit. On sent que les pneus ils ont fait un plat en fait. On sent que les pneus sont un peu déformés. Je m'attendais à pire. À mon avis ça va se ressentir à plus grande vitesse. Et là au vu de la direction qui est pas droite, dès que je prends un virage un peu trop vite, j'ai l'ESP qui clignote un peu. C'est pas ouf. Pas sûr qu'on arrive à faire un essai à plus grande vitesse si l'ESP... Voilà. Donc là j'ai voyant ESP et pression des pneus. Au niveau liaison au sol, j'ai contrôlé, j'ai rien vu d'anormal, je vais dire. Mais à mon avis, sachant pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi elle est arrivée en casse. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas de voyant moteur d'allumé. Donc, le travail a été bien fait de ce côté-là. Je commence à avoir une température d'eau, on est à 104 degrés là. Parce que bon, si je me fie à la jauge, je suis à 90, mais la valise me dit que je suis à 104. La précision, c'est important la précision en mécanique. En tout cas, les vitesses passent bien, toutes les vitesses passent bien. J'ai pas de souci avec l'embrayage, tout va bien. J'ai pas de souci avec la boîte de vitesse. C'est quand même un très bon point. Et ce qui est très intéressant sur ce modèle-là, c'est que on a la température d'huile, ce qui est très rare maintenant sur les véhicules de maintenant. Là, on est quand même sur un véhicule sportif, on peut dire. Et donc, on peut afficher la température d'huile moteur. C'est un châssis quand même un peu raide, hein, on peut le dire. Hein. Avec des pneus taille basse, des gens qui sont assez grands, donc des pneus taille basse. Donc, on n'achète pas ça pour le confort. Le turbo il marche bien, hein. Tranquillement. Là, on est redescendu à 98 degrés, ça refroidit. De ce côté là tout marche bien. Température d'huile 90 degrés, bon. Je vais faire des allers-retours comme ça pour voir un petit peu si tout se passe bien. Il faut que ça se mette en place aussi, hein. Y a pas, hein. Et pour que ça se mette en place, il faut rouler. Alors je vais pas forcément pouvoir rouler pendant une heure. Cette partie-là, c'est le client qui va devoir le faire. Puis de toute façon, il va falloir aller l'amener pour faire un parallélisme, une géométrie, pour voir un petit peu à régler ce problème-là. Alors en troisième, bon, on va quand même essayer un peu de turbo pour voir.
souci là-dessus. Je vais pas faire plus parce que on a un rodage quand même à respecter. Là, le client va devoir refaire une vidange d'huile dans environ 1000 km, 1500 km pour nettoyer tout ça et remettre de la bonne huile. Le but étant maintenant, après l'essai, de la remettre sur le pont pour vérifier. J'ai pas remis la plaque de protection en dessous du moteur justement parce que je savais que j'allais revérifier derrière. Savoir tout simplement s'il y a des fuites quelque part ou pas. Vérifier tout ça. Et s'il n'y a pas de fuite, si tout va bien, refaire le niveau des fluides s'il y a besoin. Et suite à ça, on va pouvoir rendre le véhicule au client. Alors malheureusement, c'est le client qui va se charger du nettoyage de la carrosserie. J'aurais bien voulu vous filmer cette partie-là, mais c'est le client qui va s'en charger. Il y a une chose que je vais regretter dans cette vidéo, c'est de ne pas pouvoir vous ouvrir l'ancien moteur HS parce que tout simplement on a dû mettre un nouveau moteur en échange standard et dans ces cas-là on doit rendre l'ancien moteur en consigne. Sinon si j'avais pas dû le rendre, je l'aurais ouvert, je vous aurais montré le jeu dans les coussinets de bielle, dans le vilebrequin, je vous aurais montré tout ça, hein, mais malheureusement je peux pas. On va faire un test. Chauffage à fond. On a du chaud. Impeccable. En tout cas, la conduite est très agréable. C'est plutôt sympa à conduire. Hein. J'ai déjà conduit des TT de différentes générations. Mais celle-là, c'est plutôt réussi. Elle fait un beau petit bruit à l'échappement. L'échappement d'origine est quand même sympa là-dessus. Sobre mais efficace. Bon, on va la rentrer, on va la mettre sur le pont, on va vérifier tout ça. Alors, nous voici quelques semaines après ces travaux. Le véhicule a été rendu au client, vous vous doutez bien. J'ai pas d'autres vidéos suite à ça. Mais le véhicule a roulé, sans souci, pas de problème. Le paralysme a bien été fait. Les voyants ont disparu. Tous les voyants qu'on avait pendant l'essai routier. Et le fait que le volant n'était pas droit. Tout ça a été réglé avec le parallélisme. La géométrie du train avant, du train arrière, tout ça a été réglé. La réinitialisation du capteur d'angle de braquage, tout ça a été fait et réglé. Plus de voyants. Donc électroniquement, tout se passe bien. Mécaniquement, tout se passe bien. Vidange faite après le rodage. Pas de fuite nulle part. Moteur propre, sec, rien à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le rodage est fait et rien d'anormal et tout se passe bien. Le client est content. D'ailleurs, le client s'est chargé de la partie esthétique du véhicule. Le véhicule est propre maintenant. C'est une affaire qui roule, comme on dit. Alors, je suis très content. Je suis très content de vous avoir partagé ça et j'espère que vous êtes content aussi d'avoir vu ça. Je suis content de vous partager un petit peu une partie de mon travail. Alors non, je ne remplace pas des moteurs toutes les semaines. Je fais ça peut-être 2-3 fois par an. Mon quotidien, ça reste le travail de mécanicien tous les jours. Mais ça me tenait à cœur de vous partager ça en vidéo. Et d'ailleurs, merci à mon apprenti Elan aussi d'être là. Et je suis content d'avoir partagé ça aussi avec lui. Merci surtout à madame qui s'est occupée de filmer pendant les travaux. Parce que sinon, ça m'aurait pris un temps fou. Et je vous avoue que précédents remplacements de moteur que j'ai fait, je les ai pas filmés parce que pas le temps en fait. Et là, elle a pris le temps pour moi pour pouvoir vous montrer ça. Il y a beaucoup de travail de montage derrière. Il y a pas mal d'heures de vidéo. Vous vous doutez bien que vous avez vu tout ça en accéléré. Mais en fait, tout a été filmé en temps réel. Plus de 20 heures quoi, de travail filmé. Plus de 20 heures de montage à faire derrière. Donc ouais, c'est du boulot. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, chapeau aux youtubeurs parce que eux, ils font ça à temps plein. Et c'est du boulot. Moi, je suis pas youtubeur. Moi, j'ai mon travail de mécanicien, je suis garagiste, je fais ça tous les jours. C'est mon taf au quotidien et je me rends compte que faire une vidéo de plus d'1 heure, ça prend énormément de taf. Déjà à la faire, à la monter, à la fignoler, à gérer tout ça, c'est un taf monstre. Je pense pas devenir youtubeur demain, j'ai assez de boulot comme ça. Chacun sa passion. Moi, c'est la mécanique. Et si je peux de temps en temps vous partager ça, je le ferai. Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Je sais que je vais avoir des commentaires qui vont bien me faire rire. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes assez nombreux à me demander une autre vidéo, on verra.
Et on essaiera d'en faire une autre. Peut-être d'en faire des plus petites. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Bref, écoutez, on va se quitter là-dessus. Sûrement à la prochaine. Bon kiff et un petit bonus à la fin. Rigolo. Allez, ciao. Pare-brise en fait. Mais non, on va pas à l'intérieur. Hein.